Bonjour à toutes et à tous, Technique de l'ingénieur est ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire en partenariat avec QuickFDS sur le thème ICPE et FDS, comment déterminer les numéros de rubrique ICPE et le classement Céveso grâce au FDS. Donc avant de commencer, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay comme tous les webinaires de Technique de l'ingénieur sur notre site internet d'ici quelques jours. Je vais maintenant laisser la parole à Ronan Glohagen pour vous exposer les ICPE et tout ce qui s'ensuit avec les FDS. Très bien, merci Florence. Bonjour à chacun et puis bienvenue dans cette session donc, intitulée ICPE et fiches de données de sécurité. Je vous propose qu'on fasse tout de suite un détour par le sommaire de cette présentation, de cette intervention. Donc on va commencer par une introduction générale où on va essayer de rappeler le rôle et le statut de la fiche de données de sécurité attribuée par le législateur européen et national. Et puis ensuite, directement focus sur la réglementation ICPE avec un petit historique. On fera un grand saut dans le passé d'un peu plus de 250 ans. C'est un épisode tout à fait important parce il marque véritablement les fondations de notre législation actuelle sur les ICPE. On parlera aussi de la législation un peu plus récente, et puis les objectifs et les définitions des ICPE. Et enfin, on s'attardera un peu plus sur trois régimes juridiques des ICPE qui nous viennent du passé aussi, de l'Empire de Napoléon. Et puis, d'une manière opérationnelle, il y a un document qui est tout à fait fondamental et essentiel qui s'appelle la nomenclature. Et on s'y attardera un peu pour voir comment elle est organisée, comment on peut la lire. Et puis ensuite, on passera à un troisième volet un peu plus pratique. On va considérer une entreprise avec deux produits. Alors, c'est une entreprise un peu fantôme, mais une entreprise très pédagogique, du coup, et bien, qui nous permettra de suivre une méthodologie pour définir notre statut juridique d'ICPE et puis le statut Céveso. Et puis pour terminer, je vous dirai deux mots de Quick ICPE, qui est un service mis au point par Quick FDS et qui pourrait vous aider éventuellement dans votre détermination du statut ICPE. Alors, en ce qui concerne le survol un peu de la législation sur la fiche de données de sécurité, vous savez, ce document est tout à fait essentiel. Il faut peut-être rappeler avant que face aux enjeux qui sont attachés à l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, le cadre juridique et réglementaire est extrêmement important, comme vous le savez. Les évolutions sont aussi très importantes, un peu trop rapides, nous disent un certain nombre de nos clients. Et puis, parce que du coup, les obligations de nos entreprises sont largement complexifiées, il faut dire qu'en parallèle, il y a près de 40% des salariés français qui sont exposés à des produits chimiques d'une manière régulière. Et puis, en Europe, les autorités européennes nous rappellent aussi assez souvent qu'un tiers des maladies professionnelles en Europe ont pour origine des produits chimiques. D'où l'importance de ce sujet, bien entendu. Alors, bien entendu, c'est le règlement REACH qui définit le cadre principal, même s'il est transposé ou bien complété par plusieurs codes nationaux, en particulier le code du travail et puis le code de l'environnement. La problématique, elle est surtout avec des enjeux qui sont santé, sécurité au travail et environnementaux, et puis économiques, parce que nous sommes bien entendu dans des entreprises. Alors, la fiche de données de sécurité, que ce soit du côté européen ou bien du côté national français, cette fiche de données de sécurité, elle est mise véritablement au cœur de ce dispositif et elle se veut être un document qui est censé circuler très largement au sein de la supply chain, au sein des différents acteurs de la supply chain, mais aussi circuler au sein de nos entreprises, au sein des différentes fonctions, des différents métiers qui constituent nos entreprises. Alors, il y a une fonction un peu privilégiée qui est la fonction HSE, alors parfois avec des dénominations un peu différentes au sein de nos entreprises,
parce que c'est souvent cette fonction HSE qui a pour mission de mener à bien l'évaluation du risque chimique, entre autres. Et puis, les HSE travaillent aussi souvent avec les RH, plutôt, sur la rédaction, sur la mise au point du document unique qui, je le rappelle, s'impose à nos entreprises dès qu'elles ont plus d'un salarié en leur sein. Donc, ça compte évidemment un grand nombre de nos entreprises nationales. Les salariés ainsi que les CHSCT ou les CSE aujourd'hui sont largement aussi concernés par les fiches de sécurité, à travers une communication sur l'évaluation du risque chimique, mais aussi directement avec une mise à disposition des fiches de sécurité que réclame le Code du travail. Et puis, comme tout le monde n'est pas ingénieur chimiste, la lecture, la compréhension d'une fiche de sécurité est parfois un peu complexe. Eh bien, le Code du travail a trouvé tout à fait intéressant de mettre au point une notice de poste qui est plus compréhensible par des non-chimistes, on va dire. Alors, on ne va pas oublier de mettre la médecine du travail dans cette boucle de circulation de nos fiches de sécurité. Il y a une fonction privilégiée, et particulièrement aujourd'hui, c'est la fonction environnementale au sein de nos entreprises. Et on verra donc le rôle que jouent les fiches de sécurité dans la détermination des numéros de rubrique ICPE et dans les classements CBSO éventuellement. Autre fonction réglementaire, les fonctions achat, R&D, elles aussi elles sont concernées par les FDS, qui font rentrer des substances ou des produits au sein de nos entreprises. Et puis d'un autre côté, le législateur a prévu soit l'interdiction ou des autorisations bien spécifiques pour utiliser telle ou telle substance. S'intéresse donc ces fonctions qui peut être en perspective pour pallier l'obsolescence de ces substances plus ou moins programmées à terme, de trouver des produits de substitution. Et puis enfin, les urgentistes, donc les SAMU, les pompiers, les centres antipoison, nous disent que les 5 premières minutes d'un drame sont souvent décisives, et donc la proximité avec des FDS peut sauver des vies. Donc on voit bien l'importance ô combien cruciale de cette fiche de sécurité, et on va maintenant s'intéresser directement aux ICPE et au rôle que jouent ces fiches de sécurité dans cette problématique. Alors, un grand saut dans le passé, on va se retrouver en 1794, la fabrique de poudre noire de Grenelle, aujourd'hui ça sera en plein 15e arrondissement, donc qui était proche à l'époque de Paris, explose. Et l'explosion est retentissante, elle s'entend jusqu'à Fontainebleau, qui est à près de 60 km de Paris à vol d'oiseau. Donc vous imaginez le brouhaha, le vacarme. Il faut dire que selon les rapports, il y avait entre 30 et 150 tonnes de poudre, cette poudre étant fabriquée à partir de soufre et de charbon de bois, qui sont, comme vous le savez, très combustibles, et puis du nitrate de potassium, autrement dit du salpêtre, qui lui est très oxydant. Et l'association de ces 3 éléments est tout à fait explosif. Et le bilan est très lourd. 550 personnes sont tuées et plus de 1000 blessés. Les bâtiments, les maisons du quartier, les ponts sont dans un triste état. Il s'ensuit une prise de conscience tout à fait importante des nuisances et des risques en ce début de révolution industrielle. Et du coup, les implantations des futures manufactures vont être éloignées des habitations. Après la période trouvée de la Révolution, en juin 1802, le Conseil de salubrité de Paris, donc ça concerne uniquement Paris, est créé. Et ce dernier s'intéresse surtout aux nuisances, à savoir les odeurs insalubres ou bien incommodes, et puis à l'hygiène. Il faut dire que les risques industriels sont considérés un peu comme les aléas de l'industrialisation et puis de la modernité naissante. En 1806, il y a une ordonnance de la préfecture de police de Paris, toujours de Paris, oblige les exploitants à déclarer les activités des installations dangereuses ou bien insalubres, à savoir les impuretés, la pollution déjà, tout ce qui est anti-hygiénique
est pointé du doigt. Et puis en 1810, il y a un décret impérial qui est relatif aux manufactures et aux ateliers qui étend cette obligation de déclaration à l'ensemble du territoire national. Et ces établissements industriels vont être divisés en 3 classes selon l'importance de leur danger et qui sont donc plus ou moins éloignés des habitations. Et c'est ce fameux décret impérial qui a très largement inspiré la réglementation encore actuelle sur nos ICPE. On le verra tout à l'heure lorsqu'on abordera le sujet du statut juridique des ICPE. Alors, on va revenir au présent, un présent un peu lointain encore, parce qu'on va passer par 1976. 1976, eh bien, c'est ce premier grand texte relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. Alors, on dit toujours ICPE, mais il faut peut-être revenir aussi au sens de cet acronyme, de cette abréviation. En tous les cas, c'est cette loi de juillet 76 qui redéfinit véritablement les bases juridiques de l'environnement industriel, avec une particularité française, parce qu'on parle d'une approche qui est intégrée, c'est-à-dire finalement avec une seule autorisation, eh bien, on va pouvoir générer et gérer un ensemble d'aspects un peu différents, que ce soit des risques accidentels, donc liés au hasard, les déchets, les rejets dans l'eau, l'air, les sols, etc. Après l'accident de l'usine AZF à Toulouse en 2001, eh bien, le législateur va revoir sa copie un peu. Et donc, en 2003, on va avoir une nouvelle loi, elle relative à la prévention des risques technologiques et naturels, donc un socle un peu plus large, et surtout avec un volet extrêmement important sur la réparation des dommages. Donc ça, c'est pour la partie franco-française. Sur la partie européenne, eh bien, là aussi, il aura fallu un accident à Seveso. Seveso, comme vous le savez, c'est une petite commune italienne qui est en Lombardie, à une vingtaine de kilomètres de Milan. Et peut-être pour les plus anciens, vous vous souvenez bien de cet épisode où il y avait de la dioxine dans l'air. Et du coup, eh bien, les autorités européennes s'en étaient émues et avaient mis un nouveau texte, une directive dite Seveso. Et aujourd'hui, depuis le 1er juin 2015, eh bien, on est sous le régime Seveso dit 3, donc avec les évolutions de cette législation sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Cette directive Seveso, eh bien, comme c'est une directive, elle a été transposée en droit français. Et on en dira tout à l'heure quelques mots avec comment on détermine eh bien, les seuils Seveso, seuil haut et seuil bas, qui, vous vous en doutez, eh bien, dépendent des quantités de substances susceptibles d'être sur nos sites, mais en tous les cas des substances très dangereuses. Voilà pour cette première partie, en sachant bien qu'aujourd'hui, tous ces textes sont regroupés sous le Code de l'environnement, au livre 5, sous un titre très explicite, hein, parce que le titre 1, eh bien, c'est installation classée pour la protection de l'environnement. Et donc, c'est là qu'on va retrouver eh bien, toute la législation afférente aux ICPE. Alors, il y a quelques instants déjà qu'on parle des ICPE, mais quels sont les objectifs que le législateur poursuit à cet égard? Eh bien, il s'agit donc de prévenir les pollutions, les nuisances, les risques des activités industrielles, alors industrielles et agricoles d'ailleurs, comme on le verra plus tard, définir aussi des modalités d'action de l'administration avec le rôle tout à fait important du préfet et des DREAL, les anciennes DRIR, et de fournir aussi des moyens d'action à l'administration, avec en particulier la création d'un corps d'inspecteurs des installations classées qui appartiennent au DREAL et qui ont pour but eh bien, de faire de la pédagogie, du contrôle et malheureusement aussi de sanctionner éventuellement lorsqu'ils constatent des défaillances, des manquements ou des infractions à la législation. Qu'est-ce qu'une ICPE au sens large, vu du côté du Code de l'environnement? Il y a un article de la partie législative du
fameux code de l'environnement, l'article L 511, donc qui définit les installations classées. Alors ils font preuve de son souffle là, parce que vous allez voir, il est extrêmement long en termes de définition, et il reprend des éléments du passé révolutionnaire, là, qu'on a vu notre fabrique de poudre noire de Grenelle. Et donc, ce sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée. Donc, vous voyez, comme on dit un peu rapidement, ça ratisse large, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique. Référence immédiate au passé qu'on a réinitialisé il y a quelques instants, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages. C'est-à-dire, on est de nouveau dans le 21e siècle, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Et à vrai dire, pour que cette définition des ICPE soit complète, il faut rajouter aussi un certain nombre de carrières, donc qui vient là d'un code spécifique côté carrière. Et en fonction des tonnages qui sont extraits de ces carrières, eh bien, elles peuvent rejoindre les ICPE. Donc voilà, pour cette première partie sur les définitions et sur la mise en perspective un peu réglementaire. Aujourd'hui, eh bien, on va regarder maintenant là, les régimes juridiques, les trois régimes juridiques qui sont très, très largement dépendants de la gravité de nuisance et puis des dangers potentiels. Et puis, on va aller bien d'un régime du plus simple au plus contraignant et qui répondent à des obligations spécifiques que l'on va voir. Donc, il y a un premier régime qui s'appelle le régime de déclaration. Alors, ça va être une remarque un peu bêta, certainement, mais retenez quand même que déclaration commence par un D. On verra tout à l'heure dans la nomenclature, ça prendra tout son sens. Donc, ces régimes de déclaration, à peu près 450 000 ICPE en France sous ce régime. Alors, pourquoi déclaration? Parce qu'à vrai dire, il suffit d'aller sur le site internet de la préfecture du département sur lequel on se trouve pour faire cette déclaration simplement, donc sur le site de la préfecture. Alors, c'est les activités qui sont les moins polluantes et les moins dangereuses. La contrepartie, c'est qu'on aura tout de même eh bien, un contrôle qui sera effectué par les inspecteurs des IC. À titre d'exemple, un pressing dans lequel on met nos vêtements à nettoyer, eh bien, qui utiliserait un certain volume de solvant pour le nettoyage à sec, eh bien, pourrait être une ICPE des régimes de déclaration. Deuxième grand régime, le régime d'enregistrement. Alors, celui-ci commence par un E, hein, enregistrement. Il y en a un peu plus de 15 000. Alors, ce sont des installations qui présentent vraiment des dangers ou des inconvénients qui pourraient être graves. En principe, croisons les doigts, le risque est maîtrisé. On peut remarquer tout de suite qu'il y a un peu plus des 2/3 qui sont issus de l'agriculture et singulièrement de l'élevage, avec des élevages porcins, bovins, des poulaillers industriels, eh bien, qui sont concernés par ce régime d'enregistrement, avec une consultation publique, un arrêté préfectoral, et là aussi des contrôles, au moins une fois tous les 7 ans, par ce même corps des DREAL, des inspecteurs des IC. Et puis enfin, le régime d'autorisation. Alors, A comme autorisation, qui regroupe un peu moins de 28 000 ICPE. Ce sont bien entendu les installations les plus dangereuses. Les plus dangereuses parce que les risques d'incendie, d'explosion, d'émanation de produits toxiques sont bien existantes éventuellement. En tous les cas, on prend toutes les précautions pour les éviter, mais il y a tel volume de produits dangereux que les risques pourraient être importants. Donc là, il ne s'agit pas du tout d'ouvrir cette installation comme si rien n'était. Il va falloir avoir à faire une étude d'impact, des études de danger, une enquête publique aussi du dossier. Et c'est une procédure qui est relativement lourde,
qui durent souvent plus d'un an, voire un an et demi, 2 ans. À cet égard, eh bien, le maire, avec le conseil municipal, sur le site donc qui appartient à la commune, eh bien, le conseil municipal va donner son avis, mais il n'est que consultatif. La décision d'ouvrir ou pas ce site appartiendra aux représentants de l'État, à savoir le préfet du département. Et c'est dans ces régimes d'autorisation eh bien, qu'on va trouver aussi les classements Céveso, donc qui répondent à une législation plutôt européenne, comme on l'a vu d'une manière inaugurale. Et ces classements Céveso eh bien, concernent à peu près 1300 entreprises. Je vous propose eh bien, maintenant qu'on continue sur une partie peut-être un peu plus opérationnelle, la fameuse nomenclature. Alors, la nomenclature, on a souvent comme à l'idée eh bien, que c'est le cœur battant véritablement de cette nomenclature, parce que c'est là qu'on va trouver les parties les plus opérationnelles pour déterminer eh bien, si notre entreprise peut être concernée ou pas par ces fameux statuts juridiques CVSO et par les seuils CVSO. Alors, cette nomenclature, elle évolue assez régulièrement, ce qui est un peu embêtant par nos entreprises parce que tous les ans, eh bien, on a une version, 2 versions, 3 versions par certaines années. En tous les cas, cette année, on a déjà eu 2 versions et la dernière s'applique depuis le 1er août 2020, donc, et c'est la version 49. Donc, vous voyez, l'évolution de cette législation eh bien, est assez mouvante. Je ne dirais rien sur la TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes, mais sachez que, eh bien, il y a un régime fiscal qui s'adresse directement au ICPE. Alors, comment est organisée cette fameuse nomenclature? Elle est divisée en 4 grandes rubriques qu'on pourrait presque regrouper en 2 grandes familles, et puis en sous-rubriques ensuite avec des seuils, des tonnages, des volumes, des puissances qui déterminent des rubriques. Alors, les grandes rubriques, quelles sont-elles? Il y a une rubrique qui dépend de notre activité en tant qu'entreprise, qui sont des activités notées en 2000. Vous voyez, par exemple, ici en 2300, eh bien, on trouvait des activités qui sont issues du textile, du cuir et des peaux, ou en 2700, eh bien, des déchets. Donc ça, c'est pour les activités notées en 2000. On va avoir d'autres activités qui sont notées, elles, en 3000, surtout des activités dites IED, et donc qui relèvent de la directive sur les émissions industrielles. On peut dire que eh bien, c'est un peu le pendant pour les risques chroniques de la directive CVSO 3. Et puis, au-delà des activités, eh bien, on va avoir des substances qui sont répertoriées par la nomenclature, des substances eh bien, qui sont soit fabriquées au sein de notre entreprise, soit qui sont utilisées par notre entreprise, soit qui sont stockées sur le site de nos entreprises. Et ce sont des substances qui sont dangereuses, hein, explosibles, inflammables, combustibles, corrosives, etc. Donc ça, c'est pour les substances nommées en 1000. Et puis, on a des substances, elles, qui sont notées en 4000 et qui relèvent directement de la directive CVSO 3, donc cette directive européenne. Et là aussi, on va trouver des produits toxiques, explosifs, etc. J'attire votre attention sur une rubrique un peu spécifique de cette substance qui est la rubrique 4700, qui sont des substances qui sont nommément désignées par le législateur. On peut les repérer assez facilement avec des numéros CAS. Et puis dans la liste, et puis on va trouver donc des substances qui sont particulièrement pointées du doigt par le législateur. Hein, à titre d'exemple, du nitrate d'ammonium, du chlore, du fluor, de l'hydrogène, de l'oxygène. Bon, souvent des produits évidemment qu'on manie avec la plus grande précaution.
Alors, quand on ouvre maintenant la nomenclature elle-même, eh bien, comment est-elle organisée au-delà de ces grandes rubriques? Eh bien, on va trouver un numéro de rubrique, la désignation de la rubrique, un régime ICPE, et puis un rayon. Alors, le rayon, il a un statut un peu spécifique, c'est quand l'installation est soumise à autorisation, eh bien, on va indiquer ici le rayon d'affichage minimum en kilomètres autour de l'installation à respecter pour l'enquête publique que j'évoquais il y a quelques temps. Alors, à titre d'exemple, eh bien, le numéro 1436, hein, comme rubrique, eh bien, ça correspond à des liquides dont le point éclair est compris entre 60 et 93 degrés Celsius. Et on voit donc, eh bien, en fonction des tonnages, le régime juridique auquel on pourrait être soumis. Ainsi, eh bien, si on en a entre 100 tonnes et 1000 tonnes, eh bien, on serait sous le régime de déclaration, D comme déclaration, et le C voudra dire qu'on sera soumis à un contrôle des autorités administratives. Et puis, si on en avait plus, enfin 1000 tonnes ou plus de 1000 tonnes, eh bien, on serait sous le régime d'autorisation. Le régime le plus drastique, hein, ce sont les installations les plus dangereuses. Et puis, ben, pour cette installation dangereuse, eh bien, il aurait fallu avoir un affichage public lors de l'enquête publique autour de 2 km du site. Dans la rubrique 4331, par exemple, on va utiliser à nouveau cette rubrique tout à l'heure. Eh bien, c'est donc les liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3. Et là aussi, eh bien, en fonction des tonnages qui sont susceptibles d'être sur notre site, eh bien, on sera sous le régime de déclaration, d'enregistrement ou bien d'autorisation en fonction des tonnages respectifs. Et puis, comme on est dans la rubrique 4000, eh bien, donc, qui dépendent des substances qui dépendent de la directive CVZO3, eh bien, on a en plus une information complémentaire donc, qui nous donne une quantité seuil bas. Et cette quantité seuil bas, eh bien, elle définit le seuil Céveso dit bas avec 5000 tonnes ici et le Céveso seuil haut avec 50 000 tonnes. On pourrait faire un autre exemple avec le chlore, mais je crois que vous avez compris, à cette fois-ci, la rubrique 4710, elle concerne une substance nommément désignée, le chlore. Et là aussi, eh bien, dès qu'on en a 500 kg, on est sur un régime d'autorisation. Et si on en a entre 100 kg et 500 kg, eh bien, on serait sous le régime de déclaration avec un contrôle. Et si on en avait 10 tonnes, eh bien, on serait CVSO seuil bas. Et si on en avait 25 tonnes, on serait CVSO seuil haut. Donc voilà pour cette nomenclature qui est donc, je le rappelle, l'élément le plus versatile parce qu'on en a 2 à 3 par an qui évoluent malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça oblige les entreprises à chaque fois à s'y replonger et à refaire eh bien, une méthodologie. Alors une méthodologie assez classique, hein, certainement, mais je vous en propose une ici. Alors on va on va se centrer sur les produits, sur les substances qui seraient susceptibles d'être présents sur notre installation, sur notre entreprise, pour être plus générique. On aurait pu commencer par regarder dans les rubriques 2000 et 3000 les activités, si on trouvait une correspondance avec la raison d'être de notre entreprise dans ces rubriques activités 2000 ou 3000. Donc là, il suffit de lire la nomenclature et de repérer eh bien, quelle est la proximité entre notre raison d'être d'entreprise et puis les rubriques de ces activités. Donc, on va s'intéresser plus particulièrement aux produits et aux substances. La première chose à faire, eh bien, ça va être de faire un inventaire. Donc, on va eh bien, recenser les substances et les mélanges dangereux susceptibles d'être sur notre site. Donc, ce sont, je vous rappelle, les matières premières, les produits intermédiaires, les produits finis et les déchets éventuels qui sont créés lors de ce processus industriel. Ensuite, on va rassembler les FDS au format du CLP. C'est là qu'on va trouver une forme d'harmonisation avec les pictogrammes du CLP et ses législations.
On va ensuite identifier les substances nommément désignées à la rubrique 4700 que j'évoquais il y a quelques instants, avec éventuellement des seuils Céveso. Pour chaque substance et mélange, on va recenser les propriétés dangereuses au sens du règlement du CLP. Donc en pratique, on va aller prendre la FDS et extraire des données des rubriques 2 sur l'identification des dangers, en gros, on va dire nos phases H, la rubrique 3 sur la composition et puis les informations sur les composants, et la rubrique 9 eh bien, sera aussi d'actualité avec les propriétés physico-chimiques, parce que en fonction d'un point éclair ou d'un point d'ébullition, eh on peut passer d'un numéro de rubrique à un autre numéro de rubrique, et donc éventuellement peut-être un statut juridique un peu différent. Et puis en cinquièmement, eh bien, on va aussi, pour chaque substance et mélange non nommément désigné, déterminer les numéros de rubrique ICPE à travers eh bien, le document essentiel, la nomenclature, la version 49 depuis 2020, je le répète. Et puis on a aussi deux documents très importants qui nous viennent de l'INERIS, qui sont des guides techniques, un de juin 2014 qui avait été compilé en décembre 2015 par un second document et qui vont nous donner des organigrammes pour déterminer quelle serait la bonne rubrique qui s'applique à notre cas. Et surtout, dans ce qui est ambiguïté, eh bien, elle nous aide aussi à lever ces ambiguïtés à travers des logiques. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va aller revoir les quantités maximales susceptibles d'être présentes sur notre installation. Alors, cette formulation est peut-être parfois incomprise. Il faut faire certainement une petite remarque. La quantité maximale susceptible, ça veut dire que même si on avait un seul jour dans l'année un volume incroyable d'un gaz inflammable et explosif, par exemple, et bien c'est cette quantité-là qu'il faudrait que l'on prenne en cause. Donc, on prend toujours la pire des situations pour mener à bien les calculs des numéros de rubrique. Et puis ensuite eh bien, donc on déterminera les seuils CVSE avec, selon deux règles. Une première règle qu'on va voir dans notre exemple dans quelques instants, la règle dite de dépassement direct, et puis une deuxième règle qui est un peu plus compliquée, mais on va y aller pas à pas, et je pense que ça sera plus simple ainsi. Une deuxième règle donc, qui s'appelle l'additivité des seuils, pour les seuils hauts et pour le seuil bas. Alors, écoutez, on va essayer de faire un exemple. Dans notre entreprise, on va dire qu'on a deux produits, de l'acétone, et donc, eh bien, première opération, on va récupérer la fiche de notre sécurité, la FDS, et puis extraire le phrase H, et puis on s'intéressera aussi aux propriétés physico-chimiques de notre acétone. Alors comme ça, c'est pas forcément très pratique. On va organiser les données d'une autre manière en mettant dans un joli tableau. Je pense que ça sera plus clair de les regarder ainsi. Donc, on extrait nos phrases H, nos mentions de danger. Donc, H225, un liquide inflammable de catégorie 2. Et donc, on va aller regarder eh bien, dans la nomenclature à quoi on pourrait avoir une correspondance avec H225. Il y a deux numéros. Ça commence de manière peut-être un peu complexe, mais on pourrait avoir 4330 ou 4331. Et c'est là que les travaux de l'INERIS sont intéressants, à travers ce logigramme. Et que nous dit cette annexe 4 eh bien, il nous dit que pour les liquides inflammables de catégorie 2, eh bien, s'il est maintenu à une température supérieure à cette température d'ébullition ou dans des conditions de pression et de température élevées, si c'est oui, on choisirait la rubrique 4330. Si c'est non, on choisirait 4331. Donc, il nous faut la température d'ébullition de notre acétone, 56 degrés, 0,05 degrés Celsius. Bon, donc, on va choisir 4331. Alors, peut-être que pour des applications spécifiques et un peu différentes, on aurait choisi 4330. Mais faisons simple, ici, on va choisir 4331. On a une deuxième phrase H, H319, et bien on n'est pas concerné.
par cette rubrique. H336, cette phrase H non plus n'a pas de correspondance. Donc, eh bien, on est content, ça simplifie un peu le travail. Et les informations additionnelles sur les dangers, eh bien, ne sont pas prises en compte par la nomenclature. Donc, voilà pour l'acétone, eh bien, une grande partie du travail est déjà vient d'être fait. Alors, on va mesurer peut-être eh bien le tonnage maximum qu'on pourrait avoir sur notre site. On va dire qu'on en a au maximum 4000 tonnes. C'est beaucoup. Et puis, on a du chlore aussi, et du chlore, on en a 8 tonnes. Je vous rappelle que le chlore, c'est une substance nommément désignée par le législateur dans la rubrique 4710, toujours de cette version 49 de la nomenclature. Et donc maintenant, on va se livrer aux fameuses règles de dépassement direct ou bien d'additivité des sels. Alors, la première règle de dépassement direct, eh bien, il suffit d'aller voir ce que nous dit la nomenclature. Et donc, eh bien, à la rubrique 4331, elle nous dit si on a des liquides et vapeurs très inflammables, si on en a plus de 5000 tonnes, eh bien, on serait Céveso seuil bas. On n'en a que 4000 tonnes, donc on n'est pas concerné. Quand on n'est pas concerné par le seuil bas, eh bien, mécaniquement, le seuil haut établi à 50 000 tonnes ne nous concerne pas non plus. Donc ça, c'est pour l'acétone. Pour le chlore, on va retourner à la rubrique 4710 de notre nomenclature, qui nous dit qu'on serait directement par dépassement direct du seuil bas à 10 tonnes, et on serait alors Céveso seuil bas. Ce n'est pas le cas, hein, on n'a que 8 tonnes de chlore. Donc on n'est pas concerné, et les 25 tonnes, eh bien, on n'est pas concerné non plus par le seuil haut, bien entendu. Donc ça, c'est pour la règle de dépassement direct. Il y a une deuxième règle qui est la règle de cumul des seuils hauts et de seuils bas. Alors là, le législateur a fait fort, si je puis dire, parce qu'il va nous obliger à faire 6 opérations. 6 opérations d'addition de proportion de ce que dit la nomenclature comparativement à ce qu'on a en volume dans notre entreprise. Alors, ça va être relativement simple parce qu'on n'a que 2 produits. Vous imaginez que quand on en a 1000, 2000, voire plus, eh bien, ça va être un peu plus long. Ce n'est pas forcément plus compliqué, mais ça va être beaucoup plus loin à mener, évidemment. Surtout que le législateur a choisi que l'on distingue d'une part les dangers pour la santé, d'autre part les dangers physiques, hein, les fameuses phases H, et les dangers pour l'environnement, les fameuses phases H en 400 et plus. Et puis qu'on recommence, eh bien, pour le seuil bas d'un côté et pour le seuil haut de l'autre. Alors, écoutez, on va y aller gentiment. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, eh bien, j'ai mis en couleur les dangers pour la santé, les dangers physiques et les phasages de l'environnement. Donc, on voit tout de suite eh bien, que les dangers pour la santé ne concernent pas l'acétone, hein, c'est simplement des dangers physiques au type de 4331. Alors, donc, ça ferait quoi comme addition de proportion? Eh bien, 0 sur 5000 pour le seuil bas, plus 8 tonnes sur 10 tonnes pour le chlore. La sommation arithmétique de ces proportions est inférieure à 1. On va dire qu'on n'est pas concerné. On peut faire la même chose pour le seuil haut. Donc 0 sur 50 000 plus 8 sur 25 pour le seuil haut du chlore, et bien là aussi c'est inférieur à 1. Donc notre établissement ne répond pas à la règle de cumul seuil bas au titre des dangers pour la santé. On va recommencer 2 fois pour les dangers physiques. Et cette fois-ci, eh bien, on va avoir donc 4000 tonnes d'acétone sur 5000 pour le seuil Céveso, seuil bas, puis 8 tonnes sur 10 tonnes pour le chlore. La sommation arithmétique fait 1,6. Donc, notre établissement répond à la règle de cumul seuil bas. On va regarder pour le seuil haut. 4000 sur 50 000 plus 8 sur 25, ça fait 0,40, c'est inférieur à 1.
donc on n'est pas concerné. Donc notre établissement, pour l'instant, répond à la règle du cumul seuil bas. Et on recommence une fois de plus pour les dangers pour l'environnement. On avait H400, donc très toxique pour les organismes aquatiques dû au chlore. Eh bien, les sommations arithmétiques des proportions seuil haut et seuil bas sont toutes inférieures à. Donc, on n'est pas concerné au titre des dangers pour l'environnement. Voilà. Alors maintenant, eh bien, il va s'agir de déterminer le régime juridique. On voit que si on regarde l'acétone, eh bien, on en a 4000 tonnes et on est sous le régime d'autorisation dès qu'on en a plus de 1000 tonnes. Donc, on ne va pas y échapper. On est bien sous le régime d'autorisation. Et si besoin était, eh bien, on a 8 tonnes de chlore, alors qu'il suffit d'en avoir 500 kg pour être sous le régime, là aussi, d'autorisation. Donc voilà, ben, résultat des courses, eh bien, notre établissement est donc soumis à autorisation et il est classé Céveso seuil bas. Et puis enfin, eh bien, pour conclure ce webinaire, eh bien, je vais vous dire quelques mots sur Quick ICPE, qui est un service qui est mis au point par Quick FDS, que l'on peut utiliser de deux manières un peu différentes. Soit vous vous adressez eh bien, les FDS des produits qui sont susceptibles d'être sur votre site. Je rappelle, les FDS doivent être au format du CLP, ou bien vous nous avez dressé bien un fichier Excel avec les données, les data qui ont déjà été extraites parce que vous avez mené à bien d'évaluation de risque chimique, par exemple, et donc c'est peut-être pas utile de recommencer cette extraction, mais en tous les cas, on a besoin de partir d'une extraction des données, des rubriques 2, 3 et 9 de nos fiches de sécurité. On va intégrer la dernière nomenclature, à date la V49, et on va calculer eh bien, pour vous les numéros de rubrique auxquels vous pourriez être soumis et donc déterminer eh bien, le statut juridique de votre entreprise à l'égard de cette législation. Voilà, écoutez, cette fois-ci, j'en ai terminé. Je crois que maintenant, il y a un certain nombre de jeux de questions-réponses. Et donc, merci de votre participation en tous les cas. Merci Ronan pour ce bel exposé. C'est maintenant donc la fin de notre webinaire. Donc, merci à tous pour nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour un nouveau webinaire chez Technique de l'ingénieur. Merci.